qui de mieux pour parler encore de ça, parce que vous savez, au lendemain de cette réforme, je faisais partie des tout premiers maires à dire haut et fort toute mon admiration pour la réforme. Elle est difficile parce que nul ne veut perdre une parcelle de son pouvoir, mais elle est libératoire. C'est une réforme qui a libéré les maires du stress des audits sans fin, du risque d'emprisonnement. C'est vrai, vous savez, et peut-être les anciens. C'est ça. Parce qu'ils auront peut-être encore la nostalgie du passé. Mais pour tous les nouveaux maires, je peux vous rassurer qu'ils sont conscients de ce que je dis. Vous savez, au début, le fait de nous avoir laissés pendant 1 an et demi, on a déjà pris l'envol. Et on goûtait aux délices du budget, de la gestion du budget, tout ça. Mais avec tout ce que cela comportait comme risque. C'est vrai que d'aucuns me diront, oui, quand vous êtes élu aussi pour assumer. C'est vrai. Mais lorsque nous avons écouté le chef de l'État, lors de la présentation, entre-temps, il nous avait dit qu'il avait fait un diagnostic. Il avait fait un état des lieux. Il a fait un diagnostic. Il a fait des audits. Des audits pour l'ensemble des communes du Bénin. En ce qui concerne la gestion antérieure faite par les... Mais ce qu'il avait constaté, les résultats de ces audits étaient si horribles que si on devrait agir, la plupart des maires, nous a dit, la plupart des maires iraient en prison. Mais ils iront en prison non pas parce que ils l'ont fait sciemment. Il y a des niveaux où d'autres ont agi, mais du fait que c'est sous votre autorité, cela vous plonge. Donc du coup, il fallait chercher un mécanisme qui permet au maire, encore que le maire, pour devenir maire, ce n'est pas un test de compétence. On ne choisit pas les maires en fonction d'un test de compétence. Il y a des maires, c'est en fonction de la popularité, de l'influence que vous avez dans votre zone, et de votre ambition. C'est vrai, on sait que vous avez une certaine ambition. Vous pouvez avoir certains profils, mais on a vu des maires qui ne sont pas aussi des cadres. Mais si vous voulez conduire les destinées d'une ville, parce qu'il n'y a pas d'État sans les communes, donc il va falloir quand même que vous ayez un minimum de capacité, de compétences. Et il faudrait que vous ayez des ressources humaines appropriées pour vous accompagner. Mais le constat avait révélé que dans beaucoup de communes, il n'y avait pas les ressources humaines qualifiées. Il n'y en avait pas. Parce que, c'est vrai, la plupart de ces communes avaient hérité du personnel des sous-préfectures, du personnel des circonscriptions urbaines, et ce n'était pas des personnels aussi qualifiés. Les choses sont restées telles. Et quand on a commencé la décentralisation, en 20 ans de décentralisation, pour ne pas dire à plus de 15 ans de décentralisation, on a fait l'amer constat que chaque maire voulait positionner des militants ou bien des militants qui vous ont soutenu, qui ont des enfants, qui ont le PPC, qui ont le niveau bac, qui ont fait des filières. Ça ne permettait pas d'avoir des ressources qualifiées. Je peux vous dire que Porto-Novo s'est démarqué de ça. Au moins, je reconnais que Porto-Novo a pu se doter des ressources. On était l'une des villes ayant les ressources humaines les mieux qualifiées dans le temps. Mais cette réforme aujourd'hui permet de doter toutes les communes de ressources humaines a priori qualifiées. Je dis bien a priori. Parce que tout ne se limite pas au diplôme. Voilà. Mais c'est déjà un grand pas. Cette réforme, ça a privé les maires confort d'un pouvoir financier. Ça nous a privé. Ça, c'est vrai. C'est pour ça notre collègue de Pomasser disait laissez-nous notre budget. Parce que on sait les retours qu'on pouvait avoir. Écoutez, tu as la bourse. Tous ceux qui ont un intérêt dans la bourse vont quand même ils te feront un doux regard. Je ne dis pas à les gens, ils te feront toujours un doux regard. Voilà. Et puis, vous avez, nous, les élus, nous sommes des filets sociaux. Les problèmes au niveau de la base, quoi qu'on dise, on peut dire, le maire gagne ci, le maire fait ci. Quand il y a un problème, avant d'aller voir un ministre,
avant d'aller voir un député. Il y a des députés qui ne résident pas dans leur localité. Bon nombre de nos députés ne résident pas dans leur localité. Hein? Bon, s'ils ferment le téléphone, ils sont injoignables. Mais le maire, la loi lui fait obligation de rester dans la localité. Donc, on peut venir faire pied de grue devant votre maison. Et ça, c'est des problèmes que nous gérons au quotidien. C'est ça. Hein? Et c'est pour ça, aujourd'hui, c'est compliqué pour les maires. Mais au moins, on a la paix du cœur. On peut se réveiller et ne pas être inquiété et avoir l'assurance que on va toujours se réveiller aux côtés de nos enfants, de notre épouse, si nous-mêmes, on ne va pas poser des actes qui vont être préjudiciables. Voilà, pour nous. Voilà un peu ce que je peux vous dire. C'est vrai que il y a des choses à revoir au niveau de la réforme. Nous espérons que dans les jours à venir, dans les mois à venir, avant quand même que notre mandature ne finisse, et qu'on fera quand même un point pour relever ce qui mérite d'être amélioré. Car vous savez, et c'est vrai, chacun a son couloir. Et laissez-moi vous dire, quand vous avez une autoroute où chaque véhicule a son couloir dans lequel il doit circuler, s'il n'y a pas de déraillement, est-ce qu'on aura collision? On n'aura jamais collision. Les couloirs sont bien définis et étanches. C'est vrai que il y a des interactions qu'on peut observer entre nous. Le problème qu'on a constaté pour la plupart des maires au début, maintenant c'est en train de changer. Renseignez-vous bien. Vous allez constater que c'est en train de changer. De la manière dont on avait vendu la réforme, on avait présenté la réforme au début, avait fait pousser des ailes au secrétaire exécutif. Il y en avait qui, du fait qu'ils avaient une carence éducationnelle, ce sont des carences éducationnelles, en fait, il y en avait qui étaient venus avec tout leur ego. C'est ça. Pensaient qu'ils étaient dans leur tête, ils avaient la tête dans les nuages, qu'ils étaient au-dessus des maires. Ils respectaient pas les maires, même pour, c'est-à-dire, le minimum de courtoisie. Nous avons, les tests disent, dans l'article 101 du Code de l'administration territoriale, le maire est la première autorité politico-administrative. Et les mêmes tests disent, dans les articles qui suivent, que le secrétaire exécutif est le premier responsable de l'administration communale. C'est ça. Mais il n'y a pas autorité devant eux. C'est différent. Donc l'autorité là, on est jaloux de notre autorité. C'est ça. On ne peut pas admettre qu'on rabaisse l'autorité que nous incarnons, parce que nous sommes des élus. C'est ça. Et ils sont là à nos services. On est commanditaire de tout ce qu'ils font, ce qu'ils sont appelés à faire. Et nous les évaluons. Nous avons un pouvoir. C'est ça. Au début, ils ne savaient pas. C'est ça. Mais, c'est vrai, et les accrochages qu'on peut observer, c'est peut-être lorsqu'on rentre dans les domaines d'intérêt. C'est ça. Lorsqu'on rentre dans les domaines d'intérêt et que personne ne cherche à bleuir personne, c'est vrai, même si nous on reste à l'écart, ce qu'ils font entre eux là, c'est ça qui les emporte aujourd'hui. Ce qu'on reproche aux maires et qu'on soit là, ils sont sains, ils sont passés. Mais eux, ils sont des techniciens. Ils sont formés pour. Donc, on peut les sanctionner. C'est pour ça le chef de l'État. Et c'est en cela, nous tenons encore une fois à remercier le chef de l'État. Parce que dans beaucoup de communes, ce n'est pas qu'il n'y avait pas eu des erreurs. Ça. Mais il a préféré, c'est-à-dire, il s'est appuyé sur le fait que, bon, c'est fait de bonne foi. C'est-à-dire, c'est des erreurs commises de bonne foi. Les gens, s'ils ont commis ces erreurs parce que ils n'étaient pas formés pour, ils n'avaient pas la compétence, l'expertise requise. Donc, vouloir les sanctionner, ce serait un peu trop dur. Mais pour ceux-là qui se disent formés pour la cause, diplômés pour la cause, qu'on met là et qui commettent des erreurs, il n'y a pas de raison pour les rater. C'est pour cela, moi je dis, s'il doit y avoir d'accrochage, si l'accrochage concerne ces domaines-là, ils n'ont qu'à dénoncer. C'est ça. C'est ça. Mais s'il y a un conseil, ou d'ailleurs, le maire, il a un organe, je suis d'accord, mais aujourd'hui, il y a le conseil de supervision, qui est un organe encore suffisamment puissant. Dans cet organe-là, si le maire pose des actes qui ne sont pas bons, le secrétaire exécutif a la plénitude de s'exprimer, de le dire, de le faire connaître. C'est ça. Mais renseignez-vous bien, vous allez constater que aujourd'hui, c'est beaucoup plus les secrétaires, les exécutifs à leur niveau. Sont... je vais vous dire une chose. Oui. Et vous savez, les révocations ne sont pas choses nouvelles. Et elles vont continuer. Parce que c'est ça qui permet à chaque acteur, surtout à l'exécutif, de savoir que le résultat qu'on attend
des communes, c'est eux. C'est ça. Celui de Tangueta a été révoqué pour défaut de résultat. Exactement. Hein? Le mien, c'est autre chose. Mais c'est pas qu'il n'y avait pas de problème de résultat aussi. Mais il y a un autre qui l'a emporté. C'est dire aujourd'hui que, et moi, je crois que si vous vous engagez pour faire un travail, faites bien le job. C'est ça. Les élus sont là pour accompagner. Et on ne saurait réussir. Aucun secrétaire exécutif ne saurait réussir sa mission sans s'appuyer sur ses élus, sur son conseil. C'est ça. On ne peut pas être en opposition avec son conseil et réussir sa mission. Parce que le travail pour lequel tu es venu, c'est ceux-là qui te le confient. C'est ceux-là qui sont appelés à te définir ce que tu vas faire. C'est eux qui vont t'évaluer. Bon, maintenant, ce n'est pas parce qu'on veut faire tout ça là qu'on aura une influence sur toi au point de t'amener à ne pas faire ce que tu es appelé à faire. Il n'y a pas de compromission. C'est-à-dire, si ce pouvoir-là doit t'amener à faire allégeance au point de te laisser compromettre, ça fait ton problème. C'est-à-dire, le SE vient, mais il vient avec une bonne partie des prérogatives que le maire avait. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous prenez la gestion des ressources humaines. La loi dit que c'est le SE qui gère les ressources humaines. C'est vrai. C'est bon, mais ça, il y a lieu de revoir. Parce que le constat que nous faisons aujourd'hui, du fait que, c'est vrai, et puisqu'il sera évalué tout ça, il faut le laisser gérer. On ne refuse pas. Mais on doit trouver le mécanisme de manière à ce que les élus aussi ne soient pas pour autant mis à l'écart, bafoués. Parce que ça fait que tu es élu, tu viens même dans ta propre commune, mais les agents te regardent, c'est comme si, c'est qui celui-là? Mais dans le même temps, tu vois, le secrétaire exécutif arrive, tout le monde couvre, parce que on sait que c'est lui qui peut me positionner, c'est lui qui peut me faire. Sinon, on ne refuse pas. Mais c'est là où la capacité managériale, la capacité managériale du secrétaire est recommandée. Parce que lorsque vous êtes dans un environnement où vous observez que voilà des comportements que des agents adoptent et des comportements qui tendent à minimiser, à écarter, à mentir sur le compte même des élus. Pas que le maire. Même pas que le maire, même des élus. Au point où les élus ne se sentent pas comme chez eux. On vient là, ça pose un problème, ça frustre. Et ça donne l'impression au secrétaire exécutif qu'il a un pouvoir et fort de tout ceci, vous les voyez bomber le torse. Vous les voyez pour ceux-là qui manquent d'humilité. Je ne dirais pas que c'est dans toutes les conditions. On en a vu. Ma secrétaire exécutive, même celle qui est partie, elle ne dira pas qu'elle a manqué de mon accompagnement. Elle ne dira pas que le maire, non, jamais. Et même s'il y a des choses à améliorer là-dedans, nous sommes dans la logique d'accompagner. Voilà, donc rassurez-vous que la collaboration se passera bien.